Et si l'aube d'une renaissance sécuritaire africaine venait de poindre, mais que l'Occident, volontairement, détournait le regard? Imaginez, le 17 septembre 2025, dans le nord du Burkina Faso, 147 terroristes sont mis hors d'état de nuire, 3 villes entières recouvrent la liberté. Un vent d'espoir balaie enfin ces terres meurtries, après des années d'angoisse et d'interdits. Mais alors que la population exulte, la majorité des médias occidentaux minimise, voire ignore, la nouvelle. L'Afrique, encore une fois, se voit refuser le mérite de sa victoire. Pourtant, sur le terrain, une rupture s'opère. Ibrahim Traoré, chef d'État inébranlable, devient le symbole d'une lutte émancipatrice, brisant le joug de la dépendance. Ce triomphe n'est ni un hasard, ni l'œuvre d'une puissance extérieure. Il résulte d'une alliance régionale inédite, d'un engagement total des communautés locales et d'une coordination remarquable entre les États frères du Sahel. C'est la démonstration éclatante qu'une solution africaine, ancrée dans la souveraineté et la solidarité, peut transformer le destin d'un continent tout entier. Pourtant, si l'histoire reste tue, le continent risque de replonger dans la désinformation et la manipulation, rendant vains tous ses efforts. La souveraineté, la dignité et l'avenir de l'Afrique sont en jeu. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, l'horizon d'une Afrique maîtresse de son sort se dessine, prête à assurer la sécurité de ses citoyens, sans attendre de permission extérieure. Pour comprendre comment cette victoire a été possible, il faut revenir sur les coulisses de l'opération Sahel Thunder. Qui sont les acteurs clés et quels nouveaux équilibres cette alliance fait-elle émerger? Pourquoi tant de souffrances en Afrique, alors que des armées étrangères arpentaient son sol depuis tant d'années? Comment s'expliquer qu'après des milliards investis, la peur et le chaos n'aient jamais vraiment reculé au Sahel? Pour l'Occident, le Sahel n'est souvent qu'une zone de turbulence, théâtre de missions militaires successives comme Barkhane ou Serval. Mais derrière les images rassurantes, la réalité est plus crue, plus douloureuse. Malgré l'arrivée massive de soldats et d'aides, le terrorisme a progressé, des milliers de familles ont fui, et chaque mois, des écoles ainsi que des marchés ferment, plongeant les villages dans l'angoisse et le manque. À l'image du village de Koro, au Mali, jadis prospère, dont le marché s'est tu pendant des mois, les étals désertés, les enfants cachés par crainte des enlèvements. Ou encore Arbinda, au Burkina Faso, où la seule école du secteur a fermé ses portes après l'enlèvement du directeur. Ces exemples, loin d'être isolés, reflètent une réalité vécue par des centaines de milliers de personnes à travers le Sahel. Peu à peu, cette spirale d'échecs a fait naître une colère froide, puis une rupture. Face à l'impuissance du modèle occidental, des voix africaines ont exigé un autre chemin. C'est ainsi que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont uni leurs forces dans l'Alliance des États du Sahel. Bien plus qu'un pacte militaire, cette alliance affirme une volonté nouvelle: bâtir une sécurité pensée par et pour les Africains, sans tutelle extérieure. Ce sursaut s'est accompagné d'un bouleversement stratégique. Pendant que les puissances européennes hésitaient ou perdaient le contact avec les réalités du terrain, de nouveaux partenaires comme la Russie ont offert un appui logistique, mais toujours sous le contrôle total des forces africaines. L'objectif, restaurer la souveraineté régionale, protéger les populations et surtout éviter de reproduire les erreurs du passé, en s'appuyant sur des méthodes modernes, enracinées dans l'humanitaire. Pour illustrer ce partenariat inédit, rappelons la création de centres de commandement conjoints, où des officiers burkinabais, maliens et nigériens coordonnent les opérations en temps réel, partageant images satellites et informations issues du terrain. Cette synergie, comparable à celle de l'OTAN lors de la guerre des Balkans à la fin du XXe siècle, offre aux forces africaines une capacité de réaction sans précédent. Au centre de cette renaissance, l'humain devient la priorité. Les opérations ne se limitent plus à l'usage de la force, elles visent à sauver les civils, ramener les soins, rouvrir écoles et marchés. Ce nouveau respect du tissu social, cette implication de chaque communauté, explique la résilience retrouvée de régions entières. Prenons le cas d'un village comme Kororo, frontalier du Mali. Là,
des comités villageois sont formés pour alerter immédiatement les forces de sécurité au moindre signe de présence ennemie. Les femmes, souvent premières victimes, deviennent informatrices, utilisant des réseaux traditionnels pour transmettre les alertes. Cette mobilisation communautaire rappelle celle observée lors de la résistance vietnamienne au cours des années 60, où l'implication des populations locales a souvent fait basculer le cours des opérations. Ignorer l'échec du modèle occidental, c'est condamner une génération à la peur et à la précarité, en privant le continent de vraies alternatives souveraines. Mais aujourd'hui, une page inédite s'écrit au Sahel, guidée par la fierté et la lucidité de peuples décidés à refuser la fatalité. Face à cet héritage pesant et à ces défis gigantesques, une question obsède. Comment l'opération Sahel Thunder a-t-elle réussi, là où tant d'autres avaient échoué? Pour saisir l'ampleur de ce changement, il faut revenir sur la naissance de l'Alliance et la stratégie inédite qui a permis de renverser la tendance. Mais surtout, comprendre comment Ibrahim Traoré et ses alliés ont su rallier les populations à leur cause. Comment le rapport de force a-t-il pu basculer si brutalement en moins de 2 jours dans le Sahel? Pour la première fois, une alliance africaine a prouvé qu'elle pouvait dépasser les limites de la coopération militaire classique. Renseignements échangés, surveillance par satellite, informateurs issus des villages, communication transfrontalière, chaque maillon de la chaîne sécuritaire œuvrait en parfaite synergie, tissant autour des groupes armés une toile impossible à percer. La préparation fut sans faille. Lorsque les services de renseignement détectèrent une réunion cruciale de chefs terroristes à Tiltao, l'information fut aussitôt vérifiée par imagerie satellite. Cette double confirmation permit d'anticiper avec précision les mouvements adverses et de planifier des frappes ciblées, orchestrées avec une rigueur chirurgicale. Contrairement à de précédentes opérations, il ne s'agissait pas de déployer des troupes massives, mais de concentrer les moyens là où l'ennemi était le plus vulnérable. Le point d'orgue, une attaque simultanée sur 3 localités stratégiques, Taou, Arbinda et Kororo. 147 combattants ennemis furent neutralisés, 12 camps entièrement anéantis. Plus de 15 000 civils, qui vivaient depuis des mois sous la menace et la peur, retrouvèrent la liberté. Ce chiffre seul donne la mesure du succès, mais c'est la méthode qui impressionne. Une alliance africaine, autonome, coordonnée, qui place la population au centre de ses priorités. Pour comprendre l'efficience de cette offensive, il suffit de comparer avec l'opération Serval lancée par la France au Mali en 2013. Si cette dernière avait permis de reprendre le contrôle de certaines villes, elle n'avait pas su empêcher le retour des groupes armés, faute d'ancrage local et de relais communautaires. À l'inverse, l'opération Sahel Thunder a misé sur la participation active des villageois, des chefs religieux et des associations de femmes, assurant une stabilité bien plus durable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'objectif était clair: protéger les habitants avant tout. Pour chaque zone à risque, des protocoles d'évacuation avaient été anticipés et des équipes médicales attendèrent le signal pour intervenir. En moins de 24 heures, les marchés rouvrirent, les écoles accueillirent de nouveau les enfants et la vie reprit son souffle, signe tangible d'un retour immédiat à la normalité. La discipline de l'Alliance se lit aussi dans le bilan des pertes. Seulement 6 soldats tombés, 18 blessés. Un résultat exceptionnel, preuve que la stratégie africaine, nourrie par la connaissance du terrain et l'intégration des communautés, peut rivaliser avec les meilleures forces du monde. Pourtant, rien n'était joué. Une faille dans la coordination, un doute dans la chaîne de confiance, et l'opération aurait pu s'effondrer, disqualifiant toute velléité d'émancipation sécuritaire africaine. Mais cette fois, l'unité et l'expertise du continent ont parlé d'une seule voix. Ce triomphe militaire marque-t-il un véritable tournant pour les populations libérées? La victoire tactique peut-elle vraiment ouvrir la voie à une dignité retrouvée et à la stabilité dans la vie quotidienne? Mais derrière l'euphorie de la libération, d'autres défis s'annoncent. Comment transformer ce succès militaire en paix durable et éviter que le cycle de violence ne reprenne ses droits? Et si la libération ne se mesurait pas qu'en statistiques, mais dans chaque vie redressée? Dans les villages du nord du Burkina Faso, la victoire est tangible. Les récits affluent. Après de longs mois de fuite, les enfants reprennent enfin le chemin de l'école. Les champs abandonnés reverdissent,
Les marchés bruissent à nouveau d'échanges fébriles. Sous un manguier, des femmes racontent comment elles ont retrouvé la paix, délivrées des travaux forcés et de la peur du recrutement armé. Prenons l'exemple de la famille Sawadogo, qui a pu retrouver son champ de mil après des mois d'exil forcé. Ou celui de la petite Fatoumata, 9 ans, qui a rechaussé ses sandales pour retourner à l'école, accompagnée de ses camarades rieurs. Pour ces familles, la sécurité retrouvée ne se lit pas dans les chiffres, mais dans la possibilité de rêver à nouveau. Sourire retrouvé, regards qui osent à nouveau rêver. Ici, la libération ne signifie pas seulement la fin des armes, mais la renaissance du quotidien. Aller à l'école, cultiver sa terre, acheter du sel ou du mil sans crainte. Voilà la vraie victoire. L'aide humanitaire ne s'est pas fait attendre. En moins de 24 heures, vivres, médicaments et équipes médicales franchissent les pistes poussiéreuses pour rejoindre les zones libérées. Les dispensaires rouvrent. Les campagnes de vaccination reprennent, tandis que des postes de sécurité s'installent pour éviter toute rechute dans la terreur. Des ONG africaines, comme l'Association pour la solidarité au Sahel ou Médecins du désert, collaborent désormais avec les autorités pour assurer une distribution rapide des vivres et la remise en état des infrastructures. C'est une rupture avec les schémas passés, où l'aide était souvent pilotée depuis l'étranger avec peu de relais locaux. La confiance pousse lentement, fragile mais tenace, entre population et autorités locales. Le dialogue renaît, l'espoir aussi. Les leaders communautaires saluent une approche nouvelle, plus inclusive, où chacun devient acteur de sa propre sécurité et du renouveau collectif. Ce souffle dépasse les frontières. Au Mali comme au Niger, la percée de l'Alliance inspire. Les groupes extrémistes reculent, la pression terroriste s'étiole, et un modèle inédit émerge. Coopération régionale, mobilisation populaire, souveraineté retrouvée. L'impossible recule, l'Afrique s'affirme. Pour mieux saisir cette dynamique, il suffit d'observer la réaction des jeunes du quartier de Bamako, qui organisent désormais des patrouilles citoyennes ou des collectifs d'enseignants à Niamey qui relancent des cours de rattrapage pour les enfants déscolarisés. Dans chaque geste quotidien, la société civile se réapproprie son destin. Mais rien n'est jamais définitivement gagné. Si la restauration sociale faiblit, la peur pourrait reprendre racine. Le défi demeure immense, transformer l'élan de la victoire en progrès durable, pour qu'aucune nuit ne tombe à nouveau sur ces terres. Pourtant, derrière chaque espoir renaissant, une question demeure. Comment pérenniser ces avancées sans retomber dans la dépendance? La suite va révéler si ce modèle africain saura résister au temps et aux épreuves. L'Afrique peut-elle s'affranchir durablement de la tutelle étrangère? C'est la question cruciale que soulève le succès de l'opération Sahel Thunder, bien au-delà des victoires récentes sur le terrain. Car pour que ce modèle inspire le continent, il faut en percer les ressorts, évaluer ses fragilités et en mesurer la portée réelle. Première leçon. La coopération régionale change la donne. L'Alliance des États du Sahel a prouvé que, rassemblant moyens et renseignements, les nations africaines peuvent affronter des menaces autrement insurmontables. Les opérations conjointes, l'échange rapide d'informations et la modernisation de la coordination militaire s'imposent comme leviers essentiels. Mais cette dynamique s'appuie aussi sur la formation sérieuse des troupes locales et sur l'engagement direct des communautés, qui offrent information, appui logistique et vigilance constante face à toute résurgence de la violence. Pour concrétiser cette coopération, les États membres ont créé des écoles militaires communes, inspirées du modèle des académies africaines de l'Union africaine, où officiers et sous-officiers s'entraînent ensemble. À Ouagadougou, la première promotion d'officiers de l'Alliance a prêté serment en juillet 2025, marquant un engagement inédit pour la défense collective. Deuxième leçon. Rien n'advient sans volonté politique. Ibrahim Traoré et ses partenaires montrent qu'en privilégiant l'intérêt des populations sur les agendas extérieurs, il est possible d'unifier un pays autour d'un même cap. Pourtant, cette volonté doit se doubler d'un financement autonome et pérenne, sous peine de retomber dans une dépendance déguisée. L'appui de partenaires comme la Russie, dans une logique de coopération sud-sud,
ouvre une brèche face à l'emprise occidentale traditionnelle. Grâce à cette ouverture, la coordination entre États s'est renforcée, décuplant la capacité de riposte et l'efficacité du partage de renseignements. Pour illustrer ce point, rappelons que l'Alliance a mis en place un fonds commun d'intervention, alimenté par les contributions nationales et des taxes sur l'exportation de l'or et du coton, ressources clés de la région. Cela permet d'assurer l'achat de matériel, la formation des soldats et l'entretien des infrastructures sans dépendre intégralement de l'aide extérieure. Troisièmement, la sécurité ne peut s'isoler du relèvement économique, de l'éducation et de la santé. Il ne saurait y avoir de paix durable tant que la misère et l'exclusion persistent. Restaurer l'accès aux services publics, rouvrir écoles et marchés sitôt les zones libérées, cela retisse la confiance et prive les groupes armés de leur base populaire. À cet égard, les autorités ont lancé un plan Renaissance pour les zones libérées, prévoyant la réhabilitation des routes, la réouverture des centres de santé et la distribution gratuite de semences agricoles. Ce plan, inspiré du modèle du New Deal lancé aux États-Unis après la Grande Dépression, vise à créer des emplois et à relancer l'économie locale tout en consolidant la paix. Mais les obstacles demeurent. Les pressions extérieures, prêtes à saboter toute tentative d'émancipation africaine, restent puissantes. Les ressources financières et matérielles sont comptées, tandis que les fractures internes, qu'elles soient politiques, ethniques ou religieuses, menacent l'unité retrouvée. Sans vigilance, ces initiatives risquent d'être étouffées ou instrumentalisées au détriment des Africains. Pensons à la tentation de certains groupes armés de se reconvertir dans la contrebande ou l'exploitation illégale des ressources, cherchant à déstabiliser l'équilibre retrouvé. Ou à la résurgence de tensions intercommunautaires, naguère exacerbées par l'absence de l'État et la compétition pour l'accès aux terres et à l'eau. En somme, si ce modèle de souveraineté régionale et de sécurité communautaire ne s'étend pas, l'Afrique risque de rater une opportunité historique de renaissance. L'alternative serait de retomber dans le cycle de la dépendance, au prix de l'autonomie et de la dignité retrouvée. Mais le chemin vers une Afrique véritablement souveraine reste semé d'embûches. Tout dépendra de la capacité des leaders à tenir la distance et à résister aux tentations du repli ou de la compromission. Quel scénario pour l'avenir? Si l'Alliance parvient à maintenir la cohésion, à renforcer l'intégration économique et à investir durablement dans l'éducation, les perspectives de stabilité sont réelles. À l'inverse, une division interne ou un retour massif de l'influence étrangère pourrait faire vaciller ses conquêtes. Pour que le modèle Sahel Thunder inspire d'autres régions, il faudra aussi miser sur la diplomatie régionale et la création de réseaux panafricains d'experts en sécurité et développement. Des conférences annuelles, réunissant ministres, sociétés civiles et partenaires techniques, pourraient permettre d'analyser les succès et d'ajuster les stratégies face aux nouveaux défis. Enfin, la diaspora africaine, forte de plusieurs millions de membres à travers le monde, a un rôle clé à jouer. Par le transfert de compétences, l'investissement dans les PME locales et le plaidoyer international, elle peut contribuer à renforcer la souveraineté du continent. L'Afrique ne demande plus la permission. Elle tient désormais la plume de son propre destin. L'opération Sahel Thunder n'est pas qu'un chapitre d'histoire militaire. C'est un signal lancé à toute une génération. L'Afrique a prouvé qu'elle possède la volonté, les moyens et le courage de briser la tutelle étrangère pour assurer sa sécurité et sa dignité. Derrière chaque ville libérée, chaque famille réunie, se cache une preuve éclatante. L'unité régionale et la mobilisation des communautés africaines peuvent défaire le cercle de la peur et de la dépendance. Ce sont des Africains qui, côte à côte, ont protégé leurs terres, leurs écoles, leurs marchés, sans attendre une aide extérieure. Mais cette victoire, aussi éclatante soit-elle, est fragile. Aujourd'hui, ce sont 15 000 civils qui retrouvent la liberté et des générations qui voient enfin s'ouvrir la porte de l'école ou du travail. Pourtant, seule la vigilance permettra de préserver et d'amplifier cet élan. La souveraineté ne s'offre pas, elle se conquiert et se défend chaque jour. Pour renforcer cette dynamique, des ateliers citoyens sont organisés dans les villages, où l'on débat des priorités et où l'on forme des comités d'alerte. Des plateformes numériques permettent également de signaler en temps réel toute menace,
renforçant la vigilance collective. L'avenir de millions d'Africains est en jeu. Relâcher l'effort, c'est risquer le retour de la peur et de l'ingérence. Soutenir cette dynamique, c'est investir dans un continent qui ose rêver et agir pour lui-même. La leçon du Sahel est claire. Il n'était pas condamné à subir. À présent, une question s'impose. Comment renforcer et pérenniser ce succès? L'Afrique mise sur ses enfants, ses alliés, sur tous ceux qui croient à sa capacité de grandir debout. Pour y parvenir, des étapes concrètes s'imposent. Renforcer la formation des forces de sécurité, développer l'accès à l'éducation pour couper l'herbe sous le pied de la radicalisation, investir dans les infrastructures et valoriser les initiatives communautaires. Encourager la participation des femmes et des jeunes à la gestion locale, c'est aussi s'assurer que chaque voix soit entendue. Cette histoire ne s'achève pas ici. Chaque victoire appelle une vigilance nouvelle, une solidarité plus forte, et le courage de bâtir ensemble un avenir enfin souverain. Et vous, que retiendrez-vous de cette renaissance africaine? Serez-vous de ceux qui détournent le regard, ou de ceux qui, solidaires, célèbrent l'espoir et soutiennent la marche vers la liberté? Ensemble, écrivons la suite de ce récit. Car le destin de l'Afrique, plus que jamais, appartient à celles et ceux qui refusent